Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire s'impose face aux Lesotho. Les éléphants ont battu les crocodiles 1-0 au stade Laurent Pokou de San Pedro ce samedi. Ce match compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire, pays hôte, est qualifiée d'office. La terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech la nuit dernière. C'est un séisme de magnitude 6,8 selon l'Institut des géophysiques américain. On déplore plus de 1000 morts et d'importants dégâts matériels. Le nombre de victimes est en constante augmentation. Les secours s'activent sur place. Et nous sommes à J-2 de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves et tous les acteurs du système éducatif s'attellent aux préparatifs. Quelle est l'ambiance avant l'ouverture des classes? Nos reporters ont sillonné quelques établissements scolaires, notamment à Bouaké, dans la région de Bouaké. On prépare aussi activement les sénatoriales. Le scrutin aura lieu le 16 septembre prochain. La commission électorale indépendante vient de procéder à la remise des supports de communication aux candidats. Ce sont 150 affiches et 500 spécimens de bulletins de vote. La campagne se déroulera du 11 au 14 septembre prochain. Bienvenue sur RTI 1, heureuse de vous retrouver. Quand on travaille bien, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas reçu par le président de la République. Ces mots ont été prononcés par une étoile brillante de la littérature ivoirienne et africaine, une plume que vous connaissez bien, Fatou Keïta, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a été couronnée prix national d'excellence 2023 pour la littérature et les arts. Elle fait donc partie des 83 lauréats distingués par le président de la République. Fatou Keïta, ou l'excellence littéraire, si vous le voulez, est notre invitée donc de la page culture de ce samedi. L'écrivaine prolifique a à son actif plus d'une vingtaine d'ouvrages, du Petit garçon bleu aux rebelles en passant par l'ogre des plantations de cacao. Son écriture touche presque toutes les générations de lecteurs. Fatou Keïta, l'écrivaine, enseignante, chercheur, continue donc de façonner le paysage littéraire avec sa plume engageante, captivante. Nous allons donc découvrir son parcours ce soir. Bonsoir Fatou Keïta. Bonsoir. Vous le méritez bien. Merci. Vous avez été sacré prix national d'excellence et il faut bien qu'on puisse vous le donner. Donc. Merci beaucoup. Bienvenue donc sur notre plateau. Vous venez de recevoir, je l'ai dit, le prix national d'excellence pour la littérature et les arts. Dites-nous ce que représente ce prix pour vous. Est-ce que j'ai envie de vous demander cette question un peu peut-être gênante? Est-ce un peu tard? Ah non, après cette longue carrière? Non, c'est pas tard du tout parce que moi j'ai eu une série de prix et j'ai eu le prix d'excellence avec le président Bédier à l'époque, il y a au moins plus d'une dizaine d'années. Donc non, je continue mon petit bonhomme de chemin et là je suis ravie. Ça représente donc beaucoup pour vous? Oui, c'est énorme d'être reconnu au niveau national, par le président de la République, reçu par le président de la République, son épouse. C'est un bonheur qu'on ne peut pas nier. D'accord. Et vous allez nous en dire davantage sur cette riche carrière, plus d'une vingtaine d'ouvrages. Trentaine. Le Petit garçon bleu, trentaine d'ouvrages. Le Petit garçon bleu, c'est un livre que je continue de savourer. On en parle tout à l'heure. Vous restez pour le moment avec nous. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes du côté du Maroc, où la terre a tremblé dans la région de Marrakech la nuit dernière. C'est un séisme de magnitude 6,8 selon l'Institut des géophysiques américain qui a frappé donc ce centre du pays. Le nombre de victimes est en constante augmentation. D'importants dégâts matériels sont signalés. On déplore au moins 1000 morts. Les secours s'activent pour sauver des vies. Et notre reporter Abou Sanogo est sur place au Maroc qui confirme ce lourd bilan provoqué par ce séisme de magnitude 6,8. Plus de 1000 morts, je rappelle, et d'importants dégâts matériels. Le nombre de victimes est en constante augmentation. Les secours s'activent sur place. Le témoignage de notre envoyé spécial Abou Sanogo depuis Rabat. La terre a tremblé au royaume du Maroc. Je suis au 5e étage et je sortais de la douche et j'ai vu que tout le bâtiment s'est secoué et je ne savais pas ce qui s'est passé. Je pensais qu'il y a des travaux, choses comme ça. Donc j'ai ouvert la porte, j'ai vu beaucoup de gens crier dans le couloir. Et puis j'ai vu comme ça, tout le monde partait en courant.
justement pris mon pantalon et mon passeport. Je suis descendu sans vêtements, oui. Et les gens, il y avait beaucoup de gens dans la rue, les gens criaient, c'était de la peur. Au Maroc, c'est rare où on a eu du séisme. Donc c'était une surprise pour tout le monde. Et on a vu que tous les gens qui habitent ici, ils ont presque passé la nuit dehors. Donc c'était vraiment une catastrophe. Le séisme a provoqué d'importants dégâts et sémé une peur panique à Rabat, capitale du Maroc, et dans plusieurs autres villes. Ici, dans la capitale marocaine, les dégâts ont été moindres. Par contre, ailleurs, ce fut différent. Le séisme, ça a duré même pas une minute. Mais c'était, on a ressenti quelque chose d'anormal. J'espère que ça ne recommence pas parce que c'est vraiment grave. Ça a duré comme 30 secondes. Hein. Le tremblement, c'est comme 30 secondes comme ça. C'était pas loin, c'était pas beaucoup. Mais ça a secoué le bâtiment tellement. On a cru que ça va tout tomber sur nous. Le tremblement de terre a été ressenti dans la nuit du vendredi à samedi dans plusieurs villes du Maroc. La terre a effectivement tremblé au royaume du Maroc. Si la capitale, Rabat, n'a pas connu de grands dégâts, les autres villes du Maroc ont été largement impactées. Voilà, c'était Abou Sanogo depuis Rabat. Abou Sanogo, de la rédaction de RTI 1 et la Côte d'Ivoire, notre pays est solidaire du Maroc dans ce drame. Le président de la République vient justement d'adresser un télégramme officiel à Sa Majesté Mohamed VI. Il est ainsi libellé. À Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Sa Majesté, j'ai appris avec une profonde consternation et une vive émotion la terrible nouvelle du séisme de magnitude 7 qui a frappé la région de Marrakech dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, causant la mort de 820 personnes et faisant 672 blessés selon un bilan provisoire, outre les très importants dégâts matériels. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, exprimer à votre majesté, au gouvernement et au peuple frère du Maroc, mes sentiments de sympathie et de profonde compassion. En vous assurant de toute notre solidarité dans cette dure épreuve, je prie à votre majesté de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus émues, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux sinistrés. Très haute et fraternelle considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous porte à présent une autre nouvelle, une nouvelle heureuse cette fois-ci, heureusement, et la Côte d'Ivoire vient de disputer sa dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2023. Les éléphants ont battu les crocodiles du Lesotho, 1-0, au stade Laurent Pocou de San Pedro. Ce match, je rappelle, compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 dans notre pays. Arsène Kwasi. Battus 3-0 par la Zambie lors de la 5e journée des éliminatoires, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur de relever la tête face au Lesotho dans le cadre de cette ultime journée. Une rencontre que les Pachidem démarrent idéalement avec quelques opportunités, mais Jean-Philippe Crasso voit sa frappe repoussée par la barre transversale. Échéance retardée. Une domination qui se concrétise au quart d'heure de jeu avec l'ouverture du score signé Ibrahim Sangari. Un avantage au tableau d'affichage que les poulains de Jean-Louis Gasset préservent jusqu'à la pause. Dominateurs, les coéquipiers de Mars Gradel ont la possibilité de corser l'addition en seconde période, mais ni Simon Adingra, encore moins Konaté Karim ne parviennent à trouver le chemin des filets. L'unique but a suffi au bonheur des éléphants qui s'y rassurent à 4 mois de la CAN 2023 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. La prochaine sortie des éléphants est prévue le mardi 12 septembre en amical contre les Aigles du Mali au stade Alassane Ouattara de Bimpe sous le coup de 19h. Voilà, et on reste à San Pedro. Le stade Laurent Pocou a refusé, vous allez le voir, donc du monde Côte d'Ivoire, ce match Côte
Les autos et personne ne voulait se faire raconter cette rencontre. Les 20 000 places ont été prises d'assaut par les supporters. Les tickets, les maillots des éléphants elles se sont fait arracher comme de petits pains. À San Pedro, les populations se sont mobilisées autour du ballon rond. Notre reporter Sam Kona nous fait revivre l'ambiance d'avant-match dans les quartiers de San Pedro. Rencontre Côte d'Ivoire, les autos, au stade Laurent Pocou de San Pedro. Les populations sorties nombreuses ne voulaient pas rater cette occasion. Mon petit, depuis qu'il a appris qu'on devait jouer le match à San Pedro, il ne dormait pas. Donc aujourd'hui, on est sur la route pour aller au stade Laurent Pocou pour pouvoir supporter les éléphants. Je vais aller au stade pour supporter les équipes. J'ai tout fait pour pouvoir avoir mon ticket. Ça n'a pas été facile, mais parce que le drapeau ivoirien, voilà. Des supporters en provenance d'autres villes sont également de la fête, quel que soit le prix à payer. Nous sommes quittés à Abidjan. Depuis hier, nous sommes là. Nous sommes dans la ville de San Pedro pour supporter fort nos joueurs pour les soutenir jusqu'à la CAN. Nous, on est quitté à Bérébi. Nous sommes venus en retard. On a oublié de payer un ticket de 2 000 francs à 5 000 francs. Si Pacom Nda a pu se procurer le précieux sésame dans la douleur, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Madame a son tricot, les enfants ont leur tricot. On voulait aller au stade, mais on n'a pas eu de ticket. Au niveau des maillots des supporters, on constate une rupture chez les revendeurs. Les gens ne font que demander seulement, mais malheureusement, il n'y en a plus. Pour se rendre au stade et bien supporter les éléphants, il faut bien prendre des forces. À San Pedro, un match international. Vraiment, il faut le célébrer. La ville est motivée, nous sommes motivés. Les autos, ils vont négocier avec nous, mais nous sommes désolés. On gagne ce match et puis ça continue la victoire. Je vais manger un bon gaba avant d'aller au stade. Il est 13h, mais on va commencer à marcher pour aller au stade. Des dispositions ont été prises pour convoyer les supporters au stade. À partir des points de ramassage, des dizaines de bus de la Sotra ainsi que des cars font la navette. Au dit des supporters très heureux, cette mobilisation est un avant-goût par rapport à la CAN 2023. Et plus loin, l'Italie réussit son entrée en liste dans la Coupe du monde de rugby 2023. À Saint-Étienne, la squadre Azzurra a dominé la Namibie 52-8 avec le bonus offensif. Les Italiens ont parfaitement débuté ce match grâce à 2 essais. La Namibie a répliqué en inscrivant son seul essai de la rencontre à la 21e minute. Et cette victoire bonifiée permet ainsi à l'Italie de prendre les commandes de la poule A devant la France et la Nouvelle-Zélande. Voilà, loin du terrain sportif, la Côte d'Ivoire, notre pays se prépare activement pour les sénatoriales. Le scrutin aura lieu le 16 septembre prochain. La commission électorale indépendante vient justement de procéder à la remise des supports de communication aux candidats. Et ce sont 150 affiches, 500 spécimens de bulletins de vote qui leur ont été remis. La campagne se déroulera, je rappelle, du 11 au 14 septembre prochain, nous dit Sidonie Davila. À l'approche de l'ouverture de la campagne électorale prévue du 11 au 14 septembre prochain, les candidats à l'élection sénatoriale reçoivent de la commission électorale indépendante leur précieux kit de campagne. 150 affiches et 500 spécimens de vote. Ces éléments revêtent une importance capitale dans la communication des candidats. Ces derniers ont unanimement exprimé leur engagement à mener une campagne électorale dénuée de violence. Je suis donc déterminé à faire en sorte que notre action en tant que parlementaire puisse avoir du sens. Dès l'instant où les élections régionales et locales se sont déroulées dans un climat apaisé, il n'y a vraiment pas de raison que pour les grands électeurs que nous avons, nous soyons en train de nous chamailler sur le terrain. Non, c'est hors de question. Il faut aller main dans la paix pour qu'au sortir de cette élection, ce soit la Côte d'Ivoire qui sorte grandie avec la seconde chambre. Nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à former nos représentants, tout le personnel électoral, pour que ces élections se passent dans la paix et la tranquillité. L'importance fondamentale du respect des règles électorales et des principes de transparence est rappelée aux candidats par le président de la CEI lors de la remise de ces outils de communication. Je voudrais vous inviter à faire de sorte qu'il n'y ait pas. La démocratie, elle a ses règles, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas de place pour la violence si chacun exécute sa part de responsabilité. Cette élection
c'est une élection qui consiste à élire les sénateurs, l'autre chambre du Parlement. Le 16 septembre prochain se tiendra l'élection des sénateurs avec plus de 200 candidats en lice. Et en marge des préparatifs des sénatoriales, l'État de Côte d'Ivoire engage des travaux de réhabilitation de la préfecture de région du Bélier, préfecture logée à Toumoudi. Le local avait été détruit par une tornade en 2017. Les travaux sont en cours. Le président du Sénat, Janoua Oussou-Kouadio, et la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi étaient sur le chantier. Le délai de livraison est fixé pour 2 mois. Kader Sogdogo. La préfecture de Toumoudi, préfecture de la région du Bélier. Courant 2017, une tornade dévastatrice allait obliger le préfet et l'ensemble du personnel à abandonner les lieux. Après des formalités d'usage, des travaux de réhabilitation sont en cours. C'est pour faire le constat que le président du Sénat et une délégation avec en son sein le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi visitent le chantier. Et à en croire les ingénieurs, tout se présente bien. C'est un bâtiment qui est composé d'R+1 qui comporte 16 bureaux au total. Actuellement, nous sommes à 75% de réalisation. Ces travaux consistent aux grosses œuvres et secondes œuvres. Grosses œuvres, tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est plomberie et autres. Et secondes œuvres, tout ce qui est électricité, téléphone et caméra. On compte livrer à la fin de ce mois. Je voudrais exprimer toute notre reconnaissance et la joie qui nous habite pour ce joyau que nous offre son Excellence Monsieur le Président de la République. Janoua Oussou-Kouadio, en venant sur le site, veut marquer son attachement à la bonne exécution des chantiers de l'État et surtout contribuer aux actions de développement dans le Bélier. Le Président de la République travaille pour le bien-être des Ivoiriens. Les travaux vont être achevés. Ce bâtiment a été redimensionné à l'époque pour une préfecture de département. Aujourd'hui, Toumoudi est la capitale de la région. Nous sommes venus constater le chantier et nous allons introduire auprès du président de la République une demande supplémentaire afin que des bureaux complémentaires puissent être construits pour abriter une préfecture de région. La délégation a promis revenir, cette fois-ci, pour voir le préfet de région du Bélier et son équipe réintégrer leurs locaux. Nous sommes à J-2 de la rentrée scolaire dans notre pays. Les parents d'élèves et tous les acteurs du système éducatif s'attellent aux préparatifs. Mais quelle est l'ambiance avant l'ouverture des classes? Nos reporters ont sillonné quelques établissements scolaires. Je vous propose de partir pour Bouaké dans la région de Béké en compagnie de notre reporter Soro Corona. À quelques jours de la rentrée des classes au titre de l'année scolaire 2023-2024, les responsables d'établissements primaires et secondaires publics à Bouaké s'activent à rendre propre les cours d'école. À l'EPP Cristiano Mouro, à Ouniansoukan Commando, depuis quelques jours, les responsables s'attellent au nettoyage de l'établissement. Pour le moment, nous faisons nettoyer la cour de l'école avec le peu de moyens que nous avons. Au lycée moderne 2, les manœuvres sont mobilisées à donner fier à lui à l'école avant la prochaine rentrée. Cette année, plus de 4300 élèves sont attendus dans ce lycée. Le lycée 2, étant sur 11 hectares, nous n'avons que 2 manœuvres pour l'entretien. Quand même, ils font ce qu'ils peuvent pour vraiment maintenir l'environnement viable. Au lycée municipal Djibo Soukalo, la mission assignée aux ouvriers est de remettre en état la cour de l'établissement et ses abords. Même constat au groupe scolaire Petit Lycée 2 au quartier municipal. Je suis en pleine réunion avec les éducateurs afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Les manœuvres ont repris les activités. Nous avons eu la chance d'avoir 2 tondeuses qui sont donc à l'œuvre. Ils vont non seulement avec les tondeuses tondre les différentes pelouses. Nous sommes là ce matin pour prendre les avances. C'est à nos propres frais que nous faisons des efforts pour que les enfants soient dans les meilleures conditions. Par contre, c'est l'inquiétude dans les groupes scolaires à Boliba, Hôpital, Ndakro 1 et Ngatakro 2. Selon les directeurs d'école, ces établissements sont dans des états de dégradation très avancés. Ici, l'école, c'est un dépotoir. Les gens quittent de l'extérieur venus déféquer au sein de l'école. Les ordures même ménagères, les parents les mettent dans les sacs et puis viennent les jeter à l'école. La toiture du CM2 a été décoiffée par la tornade depuis février 2023.
Le CM2, pour l'instant, n'a pas de classe. Nous avons les tableaux qui sont vraiment dégradés. Si les autorités compétentes pouvaient vraiment nous aider cette année-là pour que la classe soit réhabilitée, ça allait nous faire du bien. Dans ces écoles, les écoliers sont exposés à plusieurs dangers. Pas plus tard que le mois passé, le bureau de la maternelle a été vandalisé. En pleine année scolaire, ils sont venus frapper une maîtresse, la maîtresse de CM2 ici. Nous avons un problème de clôture. Les bakaïs, les voitures, les motos, taxis même font de la cour de l'école leur route. Nous avons des bâtiments qui sont en train de s'affaisser. Donc, ce qui constitue un danger pour les enfants. Un grand groupe scolaire comme notre groupe scolaire n'a pas de toilette. Il n'y a qu'un seul point d'eau pour 1050 élèves. Dans l'ensemble des établissements primaires et secondaires publics à Bouaké, les préparatifs vont bon train. Tout est mis en œuvre pour relever le défi d'une année scolaire de qualité. On s'active aussi au niveau agricole. L'association professionnelle des transformateurs industriels de cajou a tenu aujourd'hui même à son siège son assemblée générale. Le président de cette association a présenté les projets en cours de réalisation, notamment la formation des membres et acteurs de la filière cajou. Grâce Kando pour le reportage. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de noix de cajou avec plus d'1 million de tonnes de noix brutes par an. 25% des produits sont transformés sur place. Le pays ambitionne d'atteindre 50% de la transformation d'ici à 2030. Une vision que partage l'Association professionnelle des transformateurs industriels du cajou. Pour l'atteinte de cet objectif, la Protic mise sur un plan d'action axé sur la formation. Un programme attractif validé par l'Assemblée générale. Nous avons défini toute une série d'actions. Donc nous avons un projet d'académie du cajou. Derrière ce grand terrain, c'est d'abord la formation en s'appuyant sur d'autres partenaires déjà travaillant dans ce sens-là, toujours en fait à l'initiative de l'État, avec la collaboration du CITA et des autres institutions existantes déjà, pour en fait identifier réellement les thématiques majeures, qui ne sont pas forcément des sujets traités aujourd'hui comme il faut. Nous allons nous mettre ensemble pour identifier, bien clarifier nos besoins de formation pour renforcer nos capacités. Nous voulons valoriser le métier de la noix de cajou dans toute sa diversité. Donc nous voulons transformer toute la chaîne de valeur. Si nous avons réussi le défi de la production, nous avons le défi de la transformation qui va pérenniser et qui va valoriser nos efforts. Et c'est à cela que nous attelons. La Protic ne compte pas s'arrêter là. Pour la bonne marche de la filière, elle fait des projections. Nous pensons pouvoir en fait déjà améliorer nettement la rentabilité de nos opérations, parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord, c'est des opérations économiques. Donc il faut d'abord que ces opérations soient viables, et pour les viabiliser, il faut qu'elles soient rentables en dehors des subventions. Notre rôle, c'est d'aider nos membres à être de vrais responsables, de vrais dirigeants capables de gérer des entreprises. Les missions de la Protic consistent, entre autres, à promouvoir la transformation industrielle des coproduits du cajou et créer un pool de référence mondiale pour la commercialisation des produits. Voilà, les lignes bougent aussi dans le domaine de la santé dans notre pays. Et justement, les problématiques de l'employabilité du secteur pharmaceutique ont été abordées au cours de la première édition du Forum des métiers pharma. L'initiative relève d'une structure spécialisée en consulting pharmaceutique. Et l'objectif est de relever les différents défis qui minent ce secteur. Ami Derasuba, Jamagagi. Laboratoires, grossistes, répartiteurs, pharmaciens de tous secteurs, tous prennent part à la première édition du Forum des métiers pharma. Les problématiques de l'employabilité du secteur pharmaceutique est la thématique qui a alimenté cette rencontre. Initiative d'une entreprise spécialisée en consulting pharmaceutique. Il s'avère qu'il y a eu beaucoup de problématiques en tant que professionnels de la santé. Nous avons eu des problématiques qui nous sont arrivées et donc on a décidé avec un partenaire de pouvoir réunir tous les acteurs importants du secteur et aussi le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que le ministère de la Santé pour pouvoir réfléchir ensemble aux problématiques de l'employabilité. Enregistrant entre 3 000 et 4 000 pharmaciens et avec un chiffre d'affaires d'environ 500 milliards de francs CFA, l'industrie pharmaceutique reste un domaine pourvoyeur d'emplois qui mérite le renforcement de capacité des acteurs. Avoir des médicaments de qualité relève de compétences dans ce secteur
des personnes, des femmes et des hommes capables de mener ce métier, de conduire ce métier avec toute sa spécificité et tout le savoir-faire. Parce que soigner des personnes, dispenser des médicaments, ce n'est pas quelque chose de purement commercial, c'est aussi un métier, une profession de santé. Généralement, les différents métiers qui sont liés au secteur de la pharmacie doivent pouvoir se mettre à jour en termes de renforcement des capacités, parce que nous avons dit que c'est un secteur qui est non seulement pointu, mais c'est un secteur scientifique. L'industrie pharmaceutique, à l'instar des autres secteurs, a un grand défi à relever en rapport avec l'employabilité, la qualité et la disponibilité des ressources humaines. L'ONG internationale Shekina vient de distinguer des personnalités ivoiriennes dans le cadre de son festival international de la charité. Ces personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur des couches vulnérables. Herman Guivet pour le reportage. La charité est une vertu qui tend à vouloir le bien d'autrui, le soulager de ses peines. Cet acte de bonté est manifesté chaque année par des personnalités dans le milieu de la politique, de la communication, de la musique, du monde, des affaires, du milieu social, à travers leurs fondations, ONG et associations. Des gestes qui donnent de l'espoir à des milliers de personnes démunies. Une organisation non gouvernementale dénommée ONG Shekina a décidé d'honorer ses nombreux donateurs. Alors, elle organise la première édition du Festival international de la charité. Au terme d'une enquête menée par une structure internationale de sondage, ces personnalités ivoiriennes sont primées dans plusieurs catégories pour leurs actions humanitaires. Merci beaucoup pour ce prix. Ça nous donne la force, le courage de continuer nos activités, nos actions dans l'humanitaire. L'Afrique aussi, c'est ce que je fais. Et ça m'a fait très plaisir qu'on reconnaisse un peu mon travail. Je suis touchée que mes actions soient reconnues. J'ai une fondation, la Fondation des Films Blancs, qui exerce sur le terrain depuis plus de 5 ans. Si ce soir, je fais partie des top 100, je dis merci à Dieu. Merci à ma mère qui m'a appris à être charitable, à partager. Et merci à ma famille, merci surtout à mes enfants pour leur soutien. Pour la première responsable de l'ONG Shekina, aider des personnes vulnérables en leur donnant de la joie a tout un sens. Notre vision, c'est apporter un plus à l'humanité. Comme je dis toujours, nous n'avons pas la prétention de changer le monde, mais nous croyons que chacun peut apporter sa pierre sur l'édifice qui est le monde. Créée en 2016 en France, l'ONG Shekina s'est spécialisée dans les actions humanitaires. Voilà, et que c'est bien de donner du sourire aux autres. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Il se nomme Martial Assémé, il est animateur, journaliste, attaché de presse et motivateur. Il vient de dédicacer son œuvre intitulée « De Yopougon à New York ». C'est une œuvre qui retrace la carrière d'un homme de médias, nous dit Dangui Dangui. Yopougon à New York, c'est le titre de l'œuvre de 372 pages de l'Ivoirien Martial Assémé. Cette œuvre retrace la carrière professionnelle d'homme de médias qui a débuté dans les années 1998 à la radio Yopougon, alors qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine. Quelques années plus tard, après son passage à la radio Fréquence 2, à l'ONICI FM, il est recruté au siège de l'ONU à New York. Martial Assémé, un parcours, une expérience qu'il partage avec détermination dans cette autobiographie. Ici, l'auteur nous plonge dans les coulisses de l'univers des médias en Côte d'Ivoire, tout en levant un coin de voile sur ses rapports privilégiés avec des acteurs de ce milieu. Mais il met aussi un point d'honneur à exhorter la jeune génération à se mettre au travail et à croire à son talent. La réussite est une responsabilité individuelle. Ça veut dire que si vous prenez votre destin en main, vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Ne laissez pas tout ce qui a comme problème de la vie, par exemple vous dire que vous êtes quelqu'un qui est issu d'un milieu social défavorable, non, ou qui est défavorisé, non. C'est une excuse. Et donc il faut que vous vous battiez et que si vous avez envie de quitter Yopougon, vous êtes capable de le faire. Mais il faut avoir une vision, il faut être quelqu'un de discipliné, il faut être quelqu'un qui persévère et ça sera possible. En 372 pages, c'est toute une vie chargée d'émotions, de souvenirs, une vie remplie de témoignages qui a tout son sens. Ce parcours impressionnant méritait d'être connu. J'en suis très fière. Pour le père de l'auteur, c'est une fierté de voir son fils émerger.
C'est une mission accomplie, le fruit d'une éducation donnée depuis la base. J'ai toujours dit à Martial que dans la vie, il ne faut pas envier les autres. Il faut toujours chercher à te battre. La facilité, il ne faudrait pas que ça s'installe dans ta tête. Ne sois pas jaloux, sois ambitieux et non prétentieux. Animateur, producteur, attaché de presse, Martial Assem est originaire de la Côte d'Ivoire. Diplômé de l'École supérieure de journalistes de Lille, titulaire d'un Master 2 en management et d'un Master en anglais obtenu à l'Université Félix Houphouët-Boigny, ce journaliste jouit d'une riche expérience nationale et internationale d'homme de médias. Lui aussi se distingue dans son domaine et dans la ville d'Aboisseau, il est l'exemple du jeune entrepreneur qui veut aller très loin. Il possède même la seule écloserie qui ravitaille toute la région du sud Comoé en alevin et il est le principal fournisseur des pisciculteurs locaux. Son abnégation au travail lui a valu le prix national d'excellence en 2022 dans le domaine des ressources halieutiques et animales. Aujourd'hui, ce jeune entrepreneur suscite de nombreuses vocations et séduit surtout pour son sens de l'entrepreneuriat. Focus sur ce lauréat du prix national d'excellence avec Eugène Atoubé. Au quartier Sokoura résidentiel à Boisseau, une vaste exploitation où voisinent des étangs piscicoles et une écloserie. C'est la propriété de Milan Augustin. Son abnégation au travail et son engagement à œuvrer pour le développement de l'aquaculture dans la région du Sud Comoé lui ont valu dans ce domaine d'être le lauréat du prix national d'excellence en 2022. Notre activité principale, qui est l'écloserie, fait en sorte qu'au niveau de la zone, on ne puisse pas manquer d'alevin pour les pisciculteurs de la région. Quand on est lauréat d'un secteur, il faut savoir qu'on nous attend toujours au sommet. Donc il ne faut pas rester là, se maintenir, mais chercher à avancer. Donc dans notre perspective de développement, Poly-Élevage est en train de se positionner sur ce maillon-là pour pouvoir agrandir son rayon de service, son rayon d'influence en termes de production d'alevin, mais aussi rendre nos produits de qualité. Ce jeune homme de 33 ans voit grand et veut aller loin. Un exemple de réussite qui séduit, inspire et suscite chez d'autres jeunes la vocation de pisciculteur. C'est un jeune qui a beaucoup de mérite. Il est revenu à Boisseau à la faveur de la guerre. Et dès qu'il est arrivé, il a abandonné les études, on s'est même plaint, mais il a dit qu'il avait un projet, il avait une vision et il s'est mis tout de suite dans le projet de la pisciculture. Depuis 2011, le petit a commencé à faire ses armes et aujourd'hui, avec ce résultat, je crois que c'est une personnalité, je n'ai pas dit un petit, une personnalité à saluer et à encourager. Encourager, c'est justement ce petit mot qui touche que les jeunes de Côte d'Ivoire attendent qu'il soit dit à leur endroit. Dans leur quête de réalisation en cette année 2023, année qui leur est spécialement dédiée. Augustin Milan exhorte à cet effet les jeunes à y ajouter la volonté, le sérieux, la détermination et l'engagement pour porter leurs rêves. Je peux dire que c'est depuis 2010 réellement que je commence à m'impliquer vraiment de façon entièrement dans cette activité-là. Donc 12 ans après, on a été récompensé par le gouvernement, par l'État, en tant que meilleur acteur des ressources animales et halieutiques, option écloserie. Donc cela nous a donné du tonus encore, nous a encouragés à pouvoir continuer davantage. On ne veut même pas rester à ce niveau où nous sommes là, mais on veut continuer d'évoluer. Face au problème majeur des pisciculteurs qu'est l'accessibilité aux intrants, il produit lui-même dans son exploitation des larves de mouches, des composants organiques qui entrent dans la fabrication d'aliments, de poissons et de bétail. Une innovation majeure dans ce secteur qui donne à ce jeune entrepreneur tout le respect qu'il mérite. Voilà, c'est une grande figure de la littérature africaine. Elle est aussi lauréate du prix national d'excellence pour la littérature et les arts. Il s'agit de Fatou Keïta que je retrouve avec grand plaisir. Rebonsoir, Fatou Keïta. Alors, vous allez nous partager un peu l'émotion qui vous a animé lorsque le président de la République vous a donc désigné comme lauréat du prix national d'excellence pour la littérature et les arts. Et c'est la ministre de la Culture qui me l'a annoncé. J'étais vraiment aux anges. Je ne m'y attendais pas du tout, même si je sais que mon travail est bon. Mais c'est une joie qu'on ne peut pas vraiment décrire. C'est une grande joie, une grande fierté d'être reconnu comme ça au plan national. C'est vraiment une joie un gros cadeau. Oui.
Une joie qu'a partagée également notre reporter Alexis Ouedraogo. Elle a vécu ce bonheur avec vous. Elle était bien au palais présidentiel et elle a suivi la remise du prix d'excellence à cette 10e édition. Votre choix n'est pas le fruit du hasard, mais celui du travail bien fait, comme vous l'avez vous-même signifié. On va suivre ensemble ce sujet d'Alexis Ouedraogo et on en reparle. Sa plume est féconde. Fatou Keïta, écrivaine ivoirienne, est une figure incontournable de la littérature africaine. Née en 1970 à Abidjan, elle grandit dans une famille de grands lecteurs et développe très tôt sa passion pour l'écriture. La lauréate du prix national d'excellence 2023 pour la littérature est enseignante-chercheur à la faculté d'anglais de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan et spécialiste de la civilisation britannique. Elle écrit surtout des nouvelles et des contes pour enfants portant sur diverses problématiques affectant la société. Son premier roman, Rebelle, destiné à un public adulte, met en exergue un sujet délicat, celui de l'excision. Son livre intitulé « Et l'aube se leva » lui raconte une jeune femme aisée qui se libère progressivement de l'influence de son environnement et des difficultés auxquelles elle sera confrontée. Fatou Keïta a à son actif plus d'une vingtaine d'ouvrages, entre autres La voleuse de sourire, Le coq qui ne voulait plus chanter, Les billes de Karim, À l'école du Tchologo, Mais lâche ta tablette. Elle a obtenu en 1994 le premier prix du concours de littérature africaine pour enfants de l'Agence de coopération culturelle et technique avec Le petit garçon bleu. En 2018, le prix Jeanne de Cavalli pour la littérature infantile pour son œuvre L'orgue des plantations de cacao consacrée au travail des enfants. Avec son écriture fluide et poétique, Fatou Keïta captive dès les premières pages ses lecteurs. Elle a d'ailleurs reçu de bien nombreux prix pour son travail. Aujourd'hui, elle est une voix importante de la littérature africaine. Et nous la recevons ce soir, Fatou Keïta. Vous avez dit, après la réception de votre prix, quand on travaille bien, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas reçu par le président de la République. Dites-nous d'où vous vient cette passion pour l'écriture, Fatou Keïta. Ah, d'où me vient cette passion? Je ne peux pas l'expliquer. Je sais que depuis toute petite, à l'école primaire, j'ai toujours été très bonne. J'avais 8-9 ans. J'étais très bonne en français et j'adorais écrire. Quand on avait les rédactions en classe, moi j'étais ravie. Quand c'était les maths, c'était tout le contraire. Donc j'ai toujours été une... Vous baissez la voix quand vous parlez des maths. Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé lire, je lisais beaucoup enfant. Donc je crois que l'un dans l'autre, c'est ce qui m'a amenée vers l'écriture. Vous avez une carrière prolifique en littérature et en éducation, allant des œuvres destinées aux jeunes lecteurs, aux romans pour adultes. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Dites-nous les thèmes que vous aimez aborder. Les thèmes que j'aborde d'une façon assez récurrente, c'est la différence. Le fait qu'il y ait des gens qui sont malheureux dans leur corps, c'est-à-dire qui ont un corps qui n'est pas, qui ne fonctionne pas bien, ils sont infirmes, aveugles, etc. C'est la douleur qu'ils ressentent en eux que je voudrais partager, que le monde partage avec ces enfants-là, ces gens-là. Donc c'est vraiment la différence, l'injustice. On a vu aussi que vous faites souvent l'opposition entre tradition, modernisme. Oui. On le voit très souvent dans vos écrits. Mais c'est la vie. Je veux dire, les choses changent. Maintenant, il faut essayer de garder ce qu'il y a de bon dans la tradition. Et puis, avancer comme tout le monde. Vous écrivez beaucoup, Alexis Ouedraogo l'a dit, pour les jeunes lecteurs. Quel est l'importance de créer des œuvres littéraires spécialement destinées aux enfants et quel message souhaitez-vous leur transmettre à travers vos livres? Écrire pour les enfants, vraiment, c'est écrire pour le monde. C'est parce que quand vous apprenez à un enfant à lire très tôt, mais il devient un lecteur, il devient curieux. C'est le cas pour vous. Merci. Il devient intelligent. Mais quand il ne lit pas, je veux dire la catastrophe aujourd'hui avec les tablettes, les enfants ne lisent absolument plus. Mais vous nous avez invités à lâcher nos tablettes. Exactement. Avec un point d'exclamation. Oui, c'est un ordre que vous nous donnez. Tout à fait. Parce que sinon, on est chacun sur la tablette, on ne voit plus l'autre, etc. Et c'est un peu dommage. C'est vrai que la tablette, c'est un instrument magique,
avec lequel on travaille, etc. Mais il ne faut pas que ça nous ferme les yeux, voilà, que ça nous ferme les yeux sur ce qui se passe, sur celui qui est à côté de vous, etc. Et parmi toutes vos œuvres littéraires, y a-t-il une en particulier qui vous tient le plus à cœur, en raison peut-être du message, de l'impact que ça a eu sur le lectorat? Écoutez, moi j'aime tous mes bébés, mais il y a un bébé que vous aimez plus, on dirait. Bon, disons que c'est celui qui m'a fait connaître, c'est Le Petit Garçon Bleu, qui a été un succès dès le départ. Dès le départ, c'était c'était mal dessiné. C'était la première œuvre. La première œuvre. Je ne parle pas de la première sortie du livre. La première sortie avec Claire Maubio, elle avait très bien dessiné. Mais avant ça, quand c'est parti pour le concours de l'UNESCO, il n'y avait pas vraiment d'illustration, mais le texte a plu, puisque c'est un thème vraiment international. Un petit garçon qui est bleu, qui est différent des autres, et qui est rejeté, bon, qui va s'imposer, qui va finir par faire partie de ce milieu du monde, qui va se battre. Donc, on va dire... Le petit garçon bleu qui s'est imposé. Voilà, le petit garçon bleu qui m'a fait connaître et qui continue sa route. Et qui, aujourd'hui, vous donne chance. Hein? Il y a Tout à aussi fait. les autres bébés qui sont bien. Par exemple, Le Rebelle. Rebelle. Oui, où vous abordez le sujet sensible de l'excision, qui était à l'époque un sujet tabou. Oui. Rebelle a été un gros succès aussi, et il a été au programme des secondes pendant une quinzaine d'années. Il y a encore des professeurs qui l'utilisent au collège, donc c'est une grande, grande fierté pour moi. Je pense que ça a pu changer quelque chose. Moi, il y a une jeune fille qui m'a écrit après avoir lu Rebelle, elle m'a expliqué qu'elle avait lu le livre à ses parents et qu'elle avait réussi à éviter que sa jeune sœur soit excisée. Pour moi, c'est une victoire. Comme quoi l'impact sur le lectorat. Expliquez-nous, après plus d'une trentaine d'ouvrages à votre actif, voyez-vous donc le rôle de la littérature dans la sensibilisation aux problèmes sociaux et dans la promotion du changement? Mais écoutez, s'il y a des thèmes intéressants et que les professeurs prennent les livres et en discutent en classe avec les élèves, bon, ça les stimule. Ils peuvent aussi donner leur avis et comprendre que tel ou tel acte, l'excision, à quoi ça sert. Moi, franchement, je ne sais pas si c'est supprimer le plaisir que la femme peut avoir. Pourquoi? Je veux dire, moi, dans mon livre, je dis que les hommes et femmes, hein, se prennent pour Dieu. Dieu nous a créés avec un clitoris. Mais qui êtes-vous, vous, humains, pour l'enlever, pour dire que non, il ne doit pas être là? Ça n'a pas de sens. Et vous avez la plume donc pour sensibiliser le lectorat, donc la société. Vous nous avez invités, justement, dans l'une de vos publications, à lâcher un peu nos tablettes au profit des livres. Vous en avez parlé. Mais il est souvent dit que les livres sont chers. Combien coûtent les livres de Fatou Keïta? C'est vrai, ils sont accessibles. Ils sont relativement chers. Écoutez, les derniers sont dans l'ordre, je crois que c'est 4 000 francs. C'est beaucoup. Donc vous voyez pourquoi Internet prend de l'ampleur. Avec Internet, on a tout à notre portée. Oui. Mais peut-être qu'il faudrait que, je ne sais pas, les éditeurs aient des aides. Enfin, je ne m'y connais pas. Mais je sais que pour le citoyen lambda, c'est quand même assez cher. Merci beaucoup, Fatou Keïta, d'avoir répondu à nos questions. Et moi, à l'endroit de tous ces enfants, de ces jeunes qui vous regardent, qui aimeraient aussi peut-être embrasser la carrière. Oui, lisez beaucoup. Lisez beaucoup pour bien savoir écrire, pour bien savoir l'orthographe. Ayez de l'imagination. Et puis surtout, soyez humble. Quand on écrit, il faut toujours se faire relire. Moi, après 30 livres, quand je fais un livre, même un livre jeunesse, je donne mon texte à lire plusieurs fois, au moins 3 fois, 4 fois, pour être sûr qu'il n'y aura absolument pas de faute. Vous n'êtes pas lauréate du Prix national d'excellence pour rien. Oui. Je rappelle que vous êtes également docteur et enseignante-chercheur. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci de nous avoir partagé votre parcours. Un grand plaisir, merci. Voilà, Fatou Keïta, lauréate du Prix national d'excellence 2023 pour la littérature et les arts, inspirée par son parcours, sa passion pour l'écriture. Lisez ses livres, vous serez beaucoup inspiré. Avec plus de 30 publications à son actif, elle nous rappelle que les mots MOTS ont le pouvoir de transformer des mots MAUX, de changer donc des vies et de façonner des sociétés. La lumière est donc dans les livres. Alors lisons pour briller. Vive la culture et à demain 20h.